surprise de ce premier tour. Et dans l'heure, c'est essentiellement la défaite de Jean-Louis Destan. Nous y reviendrons bien sûr dans quelques instants avec nos invités, mais on va revenir sur les résultats, Frédéric, avec vous, des résultats favorables à la droite dans l'heure. Oui, et notamment au Front National, vous le disiez, il y aura 16 duels au second tour, dont 10 FN droite, notamment aux Andelys. Christophe Delacour, Marie-Angèle Audic pour le Front National seront opposés à Frédéric Duché et Chantal Le Gall pour l'UMP et divers droite. Du côté de Gisors, un duo FN, Fabienne Delacour et Vincent Tailleux, opposés à Perrine Forzy et Alexandre Rassert, le maire de Gisors, donc pour la liste d'Union de la droite. Au Neubourg, Jean-Paul Legendre pour l'UMP avec Martine Saint-Laurent face au Front National. Jean-Paul Legendre, candidat à la candidature du département. À Breteuil, le canton de Breteuil, c'est un duo UMP-UDI face au FN. Du côté de Romilly-sur-Andelle, là aussi une affiche FN-UMP. C'est la même chose pour Brionne. Claire Biancone et Daniel Leblanc pour le Front National seront opposés à l'UMP et l'UDI, Marie-Christine Join-Lambert et Jean-Pierre Leroux. C'était serré, vous l'avez vu, au premier tour. Du côté d'Évreux, rapidement, Évreux 2 et 3, ce seront des duels droite Front National. Et il y a 4 duels FN gauche au programme. À Bourteroulde, Infreville, Mélissa Leblanc, Henri Rogier pour le Front National opposé au Parti Socialiste. À Conchamnouche, vous les voyez actuellement à l'écran. À Conchamnouche, ce sera aussi PSCFN. Gaillon, Erika Kerman pour le Front National avec Anna Vido face à Catherine Melien et Jean-Luc Réchet pour la liste PS divers gauche. Et puis 2 duels classiques, il y en a quand même, mais peu, vous le voyez. Droite-gauche pour Bernet, Jean-Luc Bonamy, Valérie Branlot opposé à Lionel Prévost et Ingrid Varangle. Et à Évreux 1, Stéphanie Auger-Ludovic Bourrelier, duo de maire adjoint d'Évreux, face à Ourdiane Haroun et Gérard Siligini pour le PS. Les 6 triangulaires, où le FN donc sera présent. Également Beuzeville, Bourrachard, vous les voyez sur la carte, Pont-de-Mer, Pont-de-l'Arche, Saint-André-de-l'Eure et Verneuil-sur-Avre. Et le grand perdant de cette soirée dans l'heure, c'est bien sûr Jean-Louis Destan, le président du Conseil général qui siégeait depuis 2001 dans l'hémicycle. Déçu, Jean-Louis Destan, il était avec nous hier soir. Écoutez sa réaction. Le problème majeur dans ce département, ça a été la division à gauche. Je suis le premier comme candidat à cette élection cantonale à en payer le prix, et j'en paye un prix fort. Mais en tout cas, il faut regarder aujourd'hui, dimanche prochain, rappeler ce qu'a été le bilan de ce Conseil général, rappeler les projets et appeler nos concitoyens à voter pour ceux qui ont prouvé leur savoir-faire et qui sont porteurs de projets. Voilà, Jean-Louis Destan battu à Brionne dans un canton où la gauche partait plutôt divisée. Jean-Louis Destan aurait pu candidater sur ses terres à Pont-de-Mer. Il avait choisi de relever le défi de se présenter dans un autre canton. Voyez ce reportage signé François Pesquet avec Laurent Lagneau, c'était hier soir. L'heure du verdict pour les 5 binômes présents dans ce canton. Premier bulletin dépouillé. Le président socialiste sortant du Conseil général est inquiet. Le Front national est en tête. Le conseiller général sortant y voit un vote sanction. Il y a un grand mécontentement dans ce pays et que c'est un désaveu total de la politique du gouvernement puisque le président Destan n'arrive pas à être présent au deuxième tour de cette cantonale. Donc en fait, ce n'est pas la désunion de la gauche qui nous fait aller dans le mur, c'est la politique de ce gouvernement. Le Front national arrive en seconde position à Brionne et Beaumont-le-Roger, les 2 principales villes de ce canton, mais il est en tête dans tous les villages. Alors dans les villages, il ne faut pas oublier que maintenant on a un vote d'adhésion, en sachant qu'on améliore toujours nos scores à chaque élection. Moi, je pense que le contexte actuel de ce qui se passe au niveau national est pour quelque chose. Le second tour offrira donc ici un duel UMP Front National. Nos réserves de voix, c'est faire front devant le Front National, quoi. Voilà, il faut un rassemblement républicain pour aller contrer le Front National. La gauche est éliminée dans ce canton de Brionne qu'elle dirigeait depuis 14 ans. Direction la Seine-Maritime, à présent, avec la gauche en difficulté qui sera opposée dans certains cantons au Front National au second tour. 29 duels pour le second tour, Frédéric, dont 20 avec le FN. Oui, dans le détail, ce sont 12 duels PSFN, 8 FN droite et 9 droite-gauche. On y revient un peu plus dans le détail. Tout d'abord, le canton de Barentin avec Christophe Bouillon et Pierrette Canu, 39,1% des voix exprimées face à Hubert Avenel et France Collat pour le Front National. Du côté d'Elbeuf, Didier Marie, ancien président
président du Conseil général de Seine-Maritime, avec Julie Lesage pour le Parti socialiste, opposé au duo FN Isabelle Gilbert et Nicolas Goury, 37 et 30% des voix. À eux, une affiche FNPS, Frédéric Collas, Françoise Duchossois, 31,2%, face à Marie Leverne, conseillère générale sortante de Blangy-sur-Brel, avec Didier Régnier pour le Parti socialiste. Grand-Quevilly, le président du Conseil général sortant, Nicolas Rouly, avec Taco Diallo, sera face au Front National. Le Havre 2 également, le Front National face au PS, tout comme le Havre 3, où là c'est la gauche emmenée par Jean-Paul Lecoq qui sera opposé au Front National, avec un bon score, vous voyez, pour le Parti communiste sur ce canton. Il est conseiller général sortant. À Sotteville-les-Rouen, un duel PS-FN pour le second tour. À Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est le maire communiste Hubert Wulfranc qui porte la ligne, le binôme de gauche, divers gauche, PCF face au duo Front National. Nous avons 8 duels FN droite, notamment à Dieppe 2, où on l'a commenté, on le recommentera encore. Sandrine Hurel a été éliminée dès le premier tour. Ce sera donc un duel FN UMP UDI divers droite pour le second tour, tout comme à Gournay-en-Bray, où c'est l'UMP qui a viré en tête avec Michel Lejeune, face donc au duo du Front National. Rapidement, le Havre 1 et le Havre 4, ce sont des duels FN-UMP pour le second tour. Luneray, Chantal Cotreau et Martial Auguel pour l'UMP divers droite face au Front National, Stacy Blondel et Éric Golombek. Et puis 9 affrontements droite-gauche à Dieppe 1. André Gauthier, Imelda Van de Candelare pour la liste UMP face à Emmanuel Caru-Charton et Sébastien Jumel, le maire de Dieppe. Fécamp, divers droite contre gauche. Et puis rapidement, Rouen 1, Rouen 2, Rouen 3, ce sont des duels droite-gauche que nous aurons au second tour. Il y a 5 triangulaires dans le département de Seine-Maritime, avec la présence du Front National à chaque fois. Darnétal, Neuchâtel-en-Bray, Notre-Dame de Bondeville, Saint-Valery-en-Caux et Yvetot. La droite et la gauche, toutes les deux gênées par un Front National qui s'est indéniablement installé dans notre région, comme partout en France. Un FN qui progresse particulièrement dans les zones rurales et qui compte bien confirmer lors du second tour. Béatrice Rabel et Jérôme Bègue ont passé la soirée avec des militants hier soir. Reportage. Nous serons au second tour à Barentin. Nous serons au second tour également à Canqueleu, à Côtebec-les-Elbeuf. La liste s'allonge de minute en minute. Le Front National se maintient dans 45 cantons sur 58. Un raz-de-marée bleu marine du jamais vu dans la région. Jacques Gaillard, le patron frontiste de Seine-Maritime, exulte. Je vous remercie tous du travail que vous avez effectué pour le Front National et pour la France. Le FN arrive même en tête dans 14 cantons, éliminant parfois le PS du premier coup. On est les meilleurs. Vous venez d'apprendre quel résultat là ? Les résultats de Dieppe 2. C'est la première fois que je me présente, donc c'est une très grande joie pour moi. Le parti de Marine Le Pen sera donc présent au second tour dans 20 cantons de l'Eure et 25 cantons de Seine-Maritime, confirmant notamment son avancée en milieu rural. Stacy Blondel affrontera l'UMP dans son canton de Luneray. Du haut de ses 20 ans, la jeune frontiste a réussi à convaincre 30% des électeurs. En zone rurale, on a beaucoup eu au niveau militantisme, on a beaucoup eu d'accueil favorable de la part de la population. Donc je pense qu'il fallait s'y attendre de notre résultat. On voit que les gens sont maintenant prêts à dire ouvertement qu'ils sont Front National et qu'ils voteront Front National. On est chez nous, un slogan qu'ils répéteront souvent et partout cette semaine, car ils comptent bien retourner au front et décrocher pour la première fois des sièges dans les 2 départements. Les bons scores du Front National lors de ce premier tour en Haute-Normandie, de quoi réjouir forcément Philippe Nicolas B, le délégué régional du Front National. On a recueilli sa réaction, on l'écoute. Le Front National arrive en tête de tous les partis, mais en réalité, quand on fait une présentation agrégée des résultats en cumulant ceux de l'UMP à ceux de l'UDI et à ceux du MoDem, ils arrivent tant bien que mal à dépasser très légèrement le Front National, qui confirme son résultat des européennes, qui amplifie même légèrement ses résultats. Ça montre qu'il y a une dynamique très importante. Il y aura énormément de cantons où nous serons au second tour, soit en duel face à la droite, soit en duel face à la gauche ou même en triangulaire. Il n'est pas question de faire des accords politiciens entre les partis. Nous défendons les Français. Ce qui nous intéresse, c'est le sort de nos compatriotes qui ont été délaissés et trahis aussi bien par l'UMP que par le PS, et nous voulons leur offrir une alternative. Aujourd'hui, ils sont très nombreux à se détourner des partis du système, à se tourner vers le Front National. Et bien, dans beaucoup de cantons, dimanche prochain, ils auront l'occasion de l'exprimer par leur vote en faveur des candidats bleu marine.
Direction Bolbec maintenant, canton où se présentait l'une de nos invitées, justement, on en reparlera avec elle tout à l'heure, Céline Brulin pour le Front de Gauche, où le Front National est là aussi arrivé en tête. Reportage Gwenaëlle Bron avec Danilo Comodi hier soir. C'était l'inconnu du scrutin. La vague FN a bel et bien atteint la plupart des communes du canton de Bolbec. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans la moitié d'entre elles. Le duo mené par le maire de Bolbec, qui se présente sans étiquette, arrive derrière avec 81 voix de moins. Ce qu'on peut regretter, c'est un vote extrémiste, surtout en zone rurale. Et donc j'attends, je dirais, un salut républicain pour le deuxième tour. Avec un peu plus de 25% des voix, le binôme FN parle d'un vote d'adhésion aux idées du parti. Les gens nous parlent, ils disent bien que sur la fiscalité, tout ça, ils en ont marre. Nous, on propose la baisse des impôts depuis un bout de temps déjà, hein, donc voilà, la fiscalité a baissé, quoi, si possible, quoi, si c'est possible, parce que ça ne se fait pas comme ça non plus. Hein. Mais nous, c'est ce qu'on propose, c'est dans notre programme. Excite le conseiller général sortant, ni gauche ni droite au second tour. Les trois binômes perdants ont tous appelé à voter contre le Front National. Leur politique, c'est de diviser davantage encore nos concitoyens, de semer de la haine. Et donc, il ne peut pas être question qu'ils gagnent la moindre responsabilité dans notre département. Hier, seulement 45% des électeurs se sont exprimés dans le canton de Bolbec. C'est moins que la moyenne du département. Quelques surprises donc à l'issue de ce premier tour des départementales et après l'élimination de Jean-Louis Destan dans l'Eure. L'autre victime, entre guillemets, de ce premier tour, c'est la candidate PS Sandrine Hurel. La députée de Seine-Maritime se représentait dans le canton de Dieppe 2, un canton d'ores et déjà perdu pour le PS. Colombine Denis avec Bruno Bellambry. Triste ambiance dans les locaux du Parti socialiste dieppois hier soir. Le tandem Bernard Brébion-Sandrine Hurel est éliminé, arrivé troisième avec moins de 23% des voix derrière le Front National et l'Union de la droite. Les candidats socialistes restent muets, ils n'ont pas souhaité commenter leur défaite. PS et PCF Front de Gauche, partis désunis, ne passent pas le premier tour. Pour l'Union de la droite, arrivé deuxième, les électeurs ont exprimé un vote sanction. Je crois que c'est d'abord le monde rural qui est très en colère, qui se sent totalement abandonné, isolé, et puis vous avez une certaine un réflexe de réaction au monde politique un peu plus global. Donc on a des gens qui manifestement ont voulu protester, faire un vote de contestation. 40 voix séparent l'Union de la droite du Front National, premier au premier tour. Une surprise, y compris pour les intéressés. C'est juste une sociologie qui nous est favorable avec des zones rurales, des villes très populaires. Donc en fin de compte, c'est juste des personnes qui souffrent et qui ont l'habitude de voter pour nous à toutes les élections. Dieppe 2 échappe donc à la gauche. Comment vont se comporter leurs électeurs au second tour? Au niveau national, le Parti socialiste appelle au Front républicain. Les candidats du PCF Front de Gauche ne donnent pas de consigne de vote dans le canton. Des résultats et des stratégies sur lesquelles nous allons revenir bien sûr en compagnie de nos invités, Philippe, qui peuvent aussi réagir en fait aux commentaires et aux tweets de nos internautes et puis de nos followers sur Twitter, notamment grâce à un hashtag DEPHN2015. Je vous dis ça parce qu'on a déjà un commentaire et une question, en l'occurrence Philippe. Le FN peut-il gagner des cantons en Haute-Normandie? Si oui, lesquels? Alors c'est Chris qui nous pose cette question. Je pense que c'est une bonne question. Alors je vais peut-être me faire un ennemi en disant que ça va être très difficile pour le Front National au deuxième tour de franchir le cap d'avoir des élus pour une raison très simple. Si vous faites un petit peu les calculs, les comptes, je ne dis pas que vous avez atteint votre summum de possibilités d'électeurs, mais c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de réserves de voix. Et on a entendu au cours des différents reportages qui ont précédé cet entretien et ce débat qui va débuter dans quelques instants, eh bien, on a entendu que pratiquement partout, je parle des candidats qui sont face au Front National pour le deuxième tour et ceux qui sont éliminés, sauf peut-être du côté de l'UMP où c'est peut-être pas toujours très clair, c'est tout sauf le Front National, clairement. Donc vous n'avez pas suffisamment d'avance, pardonnez-moi de le dire, pour le moment. Alors ça peut changer d'ici le deuxième tour, ça sera peut-être un petit peu difficile. Donc ça c'est un avis d'observateur. On va présenter nos invités, si vous le voulez bien, tirés par ordre alphabétique. Donc on commence par Jean-François Bure qui représente l'UMP. Monsieur Martoux, vous représentez Europe Écologie Les Verts. Céline Brulin, le Parti communiste.
Socialiste, Christophe Bouillon, le Parti Socialiste, M. Houssin, le Front National et Mme Catherine Morin-Desailly, l'UDI. Alors merci à tous. Je sens que vous allez répondre tout de suite. Allez-y, ce que vous venez de dire. D'abord, je voudrais rappeler qu'hier soir, on a quand même été le premier parti de la Haute-Normandie avec plus de 28% sur l'ensemble des départements. Nous serons présents dans 80% des seconds tours. Et puis, ce que vous dites, ce sont les élites politiques de nos adversaires qui appellent à faire barrage au Front National. Nous, l'accueil que nous avons sur le terrain, tant de la part des anciens adhérents de la gauche que des anciens électeurs de la droite, est excellent. Dans un certain nombre de cantons, nous serons en duel face à la gauche. L'UMP peut dire ce qu'elle veut. Quand on va sur le terrain, on s'aperçoit que les électeurs de l'UMP vont se rabattre massivement sur les candidats du Front National pour faire barrage aux candidats de François Hollande. Et lorsque nous serons en duel contre la droite, nous avons également de très grandes chances pour une raison très simple. Il faut rappeler le bilan de Nicolas Sarkozy. C'est 600 milliards de dettes supplémentaires, c'est 40 impôts et taxes supplémentaires et c'est 750 000 chômeurs supplémentaires. À côté de ça, on constate que dans les mairies Front National, 74% des habitants des villes sont satisfaits du bilan de leur maire. On a encore pu le voir hier lors des résultats. Nous avons gagné dès le premier tour dans un certain nombre de villes que nous avions décrochées précédemment. Ce qui indique bien que les électeurs là-bas sont très satisfaits de ce que nous faisons lorsque nous sommes élus. Donc nous proposons une vraie alternative aux électeurs et je pense que les électeurs de droite comme de gauche peuvent être intéressés par cette alternative et peuvent nous faire gagner. On a des cantons où on est même largement favoris. On peut penser par exemple au canton de Gaillon. Alors, Monsieur Bure, c'est vrai qu'au sein de l'UMP, on l'a senti hier d'ailleurs en écoutant les uns et les autres, ils n'étaient pas toujours d'accord, hein, pour être honnête. Si vous prenez par exemple M. Ruffnac, c'est pas quand même n'importe qui, c'est le président de l'UMP dans le département de la Seine-Maritime, ancien ministre, maire du Havre, enfin on ne le présente plus, M. Édouard Philippe, l'actuel maire, eux, ils étaient plutôt favorables à l'idée selon laquelle il fallait voter en faveur, si c'était le cas d'un candidat socialiste face au Front National, et à l'inverse, Mme Guégaud dit non, on ne donne pas de consigne de vote, M. Bruno Le Maire non plus. Alors, quelle est votre position à vous, et est-ce que finalement, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ce deuxième tour avec, et M. Houssin a raison de le dire, de nombreux candidats du Front National qui seront présents? Il y a des arbitrages qui ont été faits, Édouard Philippe l'a rappelé hier, et également Antoine Ruffnac, ainsi que Bruno Le Maire. Donc les arbitrages ont été faits, on a même expliqué que ça avait été voté en interne. Après, il y a évidemment quelques nuances qui s'expriment selon les personnalités. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'on est en élection, il nous reste quelques jours pour convaincre, programme contre programme, pour ce second tour, pour arracher la décision. Et donc je pense qu'on a autre chose à faire que de passer 5 jours à se dire est-ce qu'il faut être dans une ligne politique particulière. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui se mobiliser sur le terrain en fonction des enjeux des différents cantons et arracher la décision comme ça. Voilà. Je trouve qu'on a perdu énormément de temps pendant toute cette campagne et très en amont de cette campagne à ne parler que des scores du Front National, un Premier ministre qui a fait toute sa campagne sur la stigmatisation du Front National. Je pense que le département, c'est important et on voit bien que ça a brouillé notre message et notre campagne. On l'a mesuré chaque jour, en fait, dans les porte-à-porte, sur les marchés. C'était extrêmement compliqué. Donc, de grâce, laissez-nous terminer cette campagne sur des projets et pas simplement sur des nuances. Comme on dit, ça va mieux en le disant. Madame Morin-Desailly, vous êtes d'accord avec M. Bure? Et puis après, on va vous écouter. Moi, par rapport au Front National, j'ai exprimé ma position la semaine dernière sans ambiguïté, pas de compromission. De toute façon, vous avez les mêmes idées que la gauche, donc ça ne pose pas de problème pour vous. Je pense qu'il faut recentrer le débat sur l'essentiel, comme l'a expliqué Jean-François Bure, et se concentrer aussi sur le message que nous ont envoyé ce dimanche, hier, les électeurs en votant aux extrêmes. Je pense au vote Front de gauche qui est aussi assez élevé. Ce sont des votes comme l'abstention, qui exprime le désarroi de nos concitoyens. Moi, je note que l'alliance UMP, UDI, Modem a bien fonctionné au niveau national comme au niveau départemental. On a annoncé un FN devant, il n'en est rien. Si, nous sommes devant, c'est parce que vous additionnez les voix de plusieurs partis pour être devant nous, mais nous sommes le premier parti quand même. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Non, mais vous dites que vous êtes devant, alors que non, laissez-moi terminer, vous êtes grossier. Conglomérat de partis qui est devant. S'il vous plaît, monsieur Houssin. Une gauche divisée, donc je crois que si l'ensemble des électeurs, quel que fut leur choix au
premier tour ont voulu exprimer le rejet de la politique gouvernementale, ont voulu exprimer un désarroi, il faut qu'ils réfléchissent bien, c'est à nous de les convaincre, avec beaucoup d'humilité, c'est à nous de les convaincre, quelle est la coalition, quel est le regroupement qui est le plus à même de porter une alternance crédible au département. Je dis bien sûr que c'est le rassemblement que nous avons fait sans ambiguïté, dans la clarté, avec un programme constitué qui est le rassemblement de l'UMP, de l'UDI et du MoDem, qui arrive encore une fois en tête largement dans l'ensemble des cantons de France. Alors, Madame Brulin, vous faites partie des extrêmes. Nous sommes la gauche combative, la gauche qui ne renonce pas, qui ne se résigne pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement extrême comme position. Par contre, Catherine Morin-Desailly a raison de souligner que nous avons fait des scores intéressants. Je pense qu'il y a en effet de la colère qui s'exprime dans notre département et dans l'ensemble de la France, de la colère face à ce que nous on appelle les politiques d'austérité. Et quand j'entends toute la campagne qui a été menée par les candidats de la droite qui ne cessent de parler d'économie et qui n'ont pour projet que de faire des économies, je suis par exemple inquiète sur le devenir de la ligne transmanche si la droite prenait et mettait la main sur notre département. La droite ne cesse donc de dire économie et recentrage du département sur ses compétences. Et donc, entre les lignes, on peut clairement voir d'ores et déjà quelle politique ils pourraient mener s'ils y parvenaient. Et donc, moi, j'appelle évidemment les électeurs à se rassembler autour de Sébastien Jumel et Emmanuel Carrus-Charton pour défendre la ligne transmanche. Et nous appelons en effet à faire barrage au Front National qui se nourrit de la colère, du désarroi, mais qui n'apporte absolument aucune solution aux problèmes que vivent les gens. Des économies, mais c'est pas un mot que vous aimez. Et nous appelons à faire barrage à la droite, puisque sa politique, elle ne cesse de le dire, c'est l'austérité puissance 10. Alors, on ne va pas parler des cantons, si vous deviez autoriser, puisque vous êtes là pour représenter les partis politiques, je me permets d'insister. Vous avez évoqué la ligne transmanche, on peut en parler d'une manière générale. Et c'est vrai qu'hier, et là je suis pas... Enfin, on n'a peut-être pas entendu la même chose. Moi, j'ai entendu M. Martin dire qu'il regrettait que le 2,76, on va y revenir avec vous, M. Bouillon, ne soit pas monté au créneau pour justement soutenir cette ligne, dans le sens où, d'après lui, il estimait que le Conseil régional devait apporter sa pierre à cet édifice. Monsieur le député, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le 2,76 qui a été mis en valeur et en perspective, qui est assez unique en France, il faut bien le dire, mais qui correspond aussi à un travail d'ensemble avec des collectivités qui sont du même bord politique. Est-ce que c'est encore viable? Est-ce que c'est une idée pour aider des départements, des collectivités territoriales dont les dotations de l'État sont en baisse déjà depuis un certain temps? C'est une belle idée que celle du 276. C'est simplement à la fois pratique, utile et efficace. Ça permet de faire en sorte que ces trois collectivités portent des politiques publiques en essayant d'être à la fois économes, parce que l'argent public se fait rare, et en même temps en essayant de faire en sorte que ces investissements soient pointés, soient mis là où c'est nécessaire de le faire pour servir de levier. Et puis on a trop souvent regretté parfois qu'il existe des superpositions, qu'une collectivité soit sur le terrain de l'autre. Eh bien, avec ce dispositif voulu à l'époque par Alain Leverne, Jean-Louis Destan et Didier Marie, eh bien, permettent vraiment d'éviter les doublons. Et je crois que ça va aussi dans ce qu'on a pu entendre durant toute cette campagne, parce que les citoyens, ils ont raison, veulent en effet qu'on puisse gérer au mieux l'argent public, mais continuer à investir. Et c'est ce que fait le département de Seine-Maritime lorsqu'il continue à investir de plus de 170 millions par an, par exemple, ici en Seine-Maritime. On a beaucoup parlé de savoir qui était le premier parti de France. Moi, je fais le constat que malheureusement, et cela date depuis plusieurs scrutins, ça reste l'abstention, le parti principal aujourd'hui en France. Et je crois qu'on peut l'expliquer à la fois par une colère sourde, elle a été fort bien expliquée par ma collègue, mais aussi par un discrédit de l'ensemble de la classe politique dont fait partie aujourd'hui le Front National. Parce que aujourd'hui, si les citoyens font une forme de grève des urnes,
C'est à la fois parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas représentés. Et c'est pour ça qu'on a voulu, en ce qui nous concerne, situer cette campagne dans le respect que l'on doit vis-à-vis des habitants, en leur faisant des propositions et en portant un projet qui corresponde véritablement aux compétences qui sont celles du département. Mais vous aviez déjà fait campagne pour le premier tour, tous ici. Maintenant, il va falloir faire campagne pour le second. On a ce taux de participation, on le sait, plus important que la dernière fois. Mais ces gens-là, il va quand même falloir les convaincre. Comment vous allez faire ? Plus cette fois-ci que la semaine dernière ? Il faut continuer, je pense, d'abord être dans la proximité. Il ne faut pas être simplement proche des gens, mais aussi proche des solutions. Parce que ce qu'attendent les habitants de ce département, c'est qu'à travers les compétences du département qui sont essentielles, ce sont celles du quotidien, de la petite enfance au grand âge, eh bien, on puisse répondre à l'envie qu'ils ont, tout simplement, de plus de services publics, d'innovation en termes de solidarité. Et c'est vrai que en quelques années, il y a eu des efforts de fait incontestables dans le domaine de l'éducation, par exemple. Plus de 15 collèges qui ont été construits depuis 2004, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'alors. Ça répond à l'envie qu'ils ont d'offrir à leurs propres enfants, ces habitants, des conditions d'études qui soient satisfaisantes pour leur garantir un meilleur avenir. Alors, moi, personnellement, je comprends parfaitement que vous défendiez le bilan du département, que la majorité est socialiste. Majorité socialiste avec des communistes qui ont voté le budget du département, sauf la dernière fois. De même, M. Marteau qu'à la ville de Rouen, et ça, c'était quand même relativement nouveau. Et ça vous a amené, je ne sais pas si c'est une des raisons, mais ça vous a amené quand même un petit peu aussi à vous associer, d'ailleurs, avec vos collègues communistes. Est-ce que, entre aujourd'hui, on est lundi, et dimanche prochain, quand les gens vont retourner voter, quand c'est le cas, à part 2 cantons qui ont été pourvus dès le premier tour, est-ce que vous êtes en mesure de dire que vous allez soutenir la majorité socialiste actuelle? Et qu'est-ce qui vous fait changer d'avis, alors que vous et vos collègues communistes ont quand même pas mal, passez-moi l'expression, tapé sur la majorité départementale? Permettez-moi, Monsieur Goudet, je vais répondre à votre question, mais je ne sais pas si c'était volontaire, mais j'ai l'impression que vous avez tendu un piège au jeune loup du Front National, puisque vous lui avez donné la parole en premier, vous l'avez flatté, et il s'est un peu emballé. L'arrogance de l'extrême droite s'est exprimée sur ce plateau. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais je tiens, Monsieur Goudet, à vous en féliciter. Parce que je tiens à le dire, et moi je suis d'accord avec ce que mes camarades de gauche ont indiqué. Le premier parti de France, ce n'est pas le Front National, c'est bien entendu les abstentionnistes. Ce sont les abstentionnistes. Mais vous allez vous taire un peu, parce que le débat, le débat il se fait quand on écoute quand même les propos des autres. Attendez, votre arrogance, quand vous donnez de faux chiffres, votre arrogance, je suis obligé de revenir sur ce que vous dites. Quand vous exprimez des idées, je vous laisse parler. S'il vous plaît, si on parle en même temps, on ne va pas se comprendre. Voilà. Il est dur à gérer, hein. Alors, mais ils sont assez ingérables. Alors, les écologistes ne font pas 2%, puisque... on l'a vu sur le terrain, hein, nous sommes entre 7 et 22% quand nous sommes dans un rassemblement très large. Vous pensez à Pont de l'Arche, par exemple? Pardon, non, nous sommes entre 7 et 22 dans le 76 et entre 4 et 25% dans le 27. Donc les écologistes, quand ils sont partis seuls, ils ont fait des scores autour de 8 et 10. Et quand ils étaient dans le cadre d'un rassemblement, nous avons fait de très bons scores. Donc nous avons fait une belle campagne. Et effectivement, nous considérons que, pour répondre à votre question, parce que j'ai promis que je répondrais, donc je vais le faire, il n'y a pas de souci pour nous de combattre et l'extrême droite, et de réunir les conditions pour que la droite soit battue. Il n'y a aucune ambiguïté dans nos propos. Mais nous assumons aussi le débat à gauche. Et nous considérons que la politique d'austérité, telle que l'a indiqué ma collègue Céline Brulin, réunit malheureusement les conditions pour que le vote de Front National soit exacerbé. Et donc, on le voit sur le terrain, les politiques publiques, avec le désengagement de l'État, réunit les conditions pour fermer, par exemple, des services publics. Moi, j'aurais 3 propositions à faire. Je demande à Éric de Falco et à Sarah Balué, par exemple, sur Rouen, qui s'engagent très clairement en direction des électeurs qui ont voté pour nous et qui nous disent: on va décider de ne pas fermer la mairie annexe dans le quartier ouest de Rouen. Je veux dire et demander à Ludovic Delesque, à Madame de Saintré, de soutenir notre projet d'ouverture et de réouverture de la piscine de la Grand-Mare. Et c'est un sujet qui a obtenu 1200 signatures sur le terrain. Et je conclus là-dessus, et je voudrais que soit clairement indiqué
par Mamadou Diallo et par Caroline Duthardt, quelle est la politique de prévention, puisqu'il avait été décidé, c'est une erreur politique, de supprimer la prévention spécialisée, quelle est la politique de prévention qui sera mise en place au niveau du département? Je demande aux socialistes de s'adresser à nos électeurs et de les convaincre de voter pour eux. La balle est dans leur camp. Voilà, on a bien compris. Alors, on est dans un débat départemental. Madame Morin-Desailly, vous vouliez réagir par rapport à ces propositions un peu locales? Il ne faut pas tromper les électeurs en matière de programme et de propositions. Une mairie annexe à Armand ne dépend absolument pas de la politique départementale, c'est de la politique municipale. De la même manière, quand le Front National parle de la sécurité dans les collèges, la sécurité dans les collèges, elle relève de l'éducation nationale. Donc soyons extrêmement attentifs à parler des vrais sujets qui comportent les solidarité territoriale et humaine, c'est-à-dire toute la politique d'accompagnement social et la politique d'accompagnement du développement territorial de nos communes, ça c'est le rôle du département. Donc il ne faut pas chercher à faire croire que le département pourrait faire certaines choses, Monsieur Martin. Alors justement, moi j'ai un peu l'impression dans ce débat que les choses ne sont pas obligatoirement très claires, et ne serait-ce que d'abord au niveau de la distribution des rôles pour les différentes collectivités territoriales. Vous êtes parlementaire, Monsieur Bouillon, vous aussi, Madame Morin-Desailly, et on sait bien que le débat est loin d'être clos à ce niveau-là. Est-ce que ça n'a pas ajouté un peu à la confusion alors le changement de mode de scrutin, le changement de superficie des cantons, les compétences des différentes collectivités? Sur l'avenir du département qui continue à planer. C'est pas pour vous, c'est pas. Mais non, quand j'entends le président de la République à ses vœux à l'Élysée, début janvier, dire nous maintenons le département, point de suspension, pour un temps, point de suspension, il n'y a pas de doute qui est levé. Donc c'est très difficile de mobiliser des électeurs sur une élection pour une collectivité qui plus est n'a pas vu ses compétences définitivement arrêtées par le vote de la loi. Nous sommes encore en cours de débat au Parlement sur le sujet. Donc c'est très difficile pour nos électeurs. Cette sélection peut paraître un peu surréaliste quelque part. Alors, Madame Brulin, Monsieur Houssin et puis Monsieur Bouillon. Il y a effectivement le flou qui règne parce que les lois qui déterminent les compétences des différentes collectivités ne sont pas abouties aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut aussi réfléchir comme le font nos concitoyens. C'est-à-dire que nos concitoyens ne saucissonnent pas ce qui, dans un collège, appartient à la responsabilité d'un conseil départemental et ce qui appartient à la responsabilité de l'État. Ils veulent, par exemple, que leurs enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, ce qui nécessite des investissements à l'échelle des départements, mais ce qui nécessite aussi qu'on reconnaisse les zones qui ont besoin d'être en éducation prioritaire, qu'on donne des moyens pour que les classes ne soient pas surchargées. Et moi, je rejoins ce que disait Stéphane Marteau tout à l'heure. Il faut absolument, si nous souhaitons que les électeurs de gauche se mobilisent pour le second tour, pour empêcher la droite de gagner en Seine-Maritime, il faut montrer que nous avons entendu leur message et indiquer un changement de cap. On a abordé, je le disais hier soir, cette élection avec un président de la République et un Premier ministre qui disait aux Français « Quoi que vous votiez, nous ne changerons pas de cap ». Eh bien, je crois que pour remobiliser l'électorat de gauche, pour faire sortir les abstentionnistes dont vous parliez, il faut effectivement prendre des engagements en ce sens. Un dernier mot. Parmi les questions, je l'ai aussi soulevé, qui nous semblent d'une urgence absolue, c'est entendre les gens qui se reconnaissent dans les classes moyennes, qui ont le sentiment d'être abandonnés, notamment dans les zones rurales. Eh bien, parmi les politiques de solidarité qui sont le cœur de métier des départements, il faut imaginer des dispositifs qui s'adressent et qui viennent soutenir ces populations-là. Et je crois qu'il faut mettre ça dans le débat de ce second tour. Monsieur Houssin et Monsieur... Moi, je voulais revenir sur l'organisation de ces élections et sur le mode de scrutin. Il faut quand même rappeler que le scrutin binominal n'existe qu'en Bolivie et c'est quand même la première fois qu'on vote pour une élection sans connaître les compétences futures du département. Nous pensons qu'il y a une véritable volonté de nos adversaires de flouer les électeurs. C'est-à-dire, les électeurs ne savent pas pourquoi ils votent pour un binôme, ils ne connaissent pas les compétences du département, ce qui permettra à nos adversaires qui veulent supprimer les départements de pouvoir le faire beaucoup plus discrètement. En fait, ils veulent nous imposer
la métropolisation et les hyper-régions qui iront négocier directement avec l'Union européenne. Nous défendons la nation et nous défendons donc le triptyque commune, département, nation, et nous sommes les seuls à le faire dans ces élections. Je voulais revenir aussi sur ce que disait tout à l'heure Mme Brulin. Je pense qu'il faut revenir sur le bilan de la gestion du département du 76. Attendez, on va y Il faut revenir, rappeler 1 milliard oui, 250 millions de dettes. Si le département du 76 est une entreprise, Donc, si il serait en faillite aujourd'hui. C'est l'austérité puissance 10 pour vous aussi, c'est ça votre projet? Il faut faire des économies, Madame Brulin. C'est un mot que vous ne connaissez pas. Non, nous ne prenons pas l'austérité, nous prenons des économies face au clientélisme que vous organisez. Que vous proposez, voilà votre vrai visage. Monsieur Bouillon, est-ce que le département va disparaître? Parce que c'est vrai qu'on peut encore se poser la question quand même. On va être d'accord sur un point, c'est qu'il faut en effet, sans doute, stabiliser le paysage administratif et institutionnel du pays. J'observe une chose, et comme beaucoup autour de cette table, on est en responsabilité depuis plusieurs années maintenant, chacun dans notre formation politique. Et c'est vrai que ce débat, celui de l'organisation territoriale, n'est pas nouveau. Il y a eu des déclarations de droite ou de gauche. Ça fait longtemps qu'on en parle. Sur le fameux millefeuille administratif, sur la suppression ou pas d'un échelon. Et ce débat, à chaque fois, a nourri des réflexions partagées ou des divergences qui ont pu exister en la matière. Quoi qu'il en soit, avec les lois qui sont à la fois votées, je parle notamment de la création de la grande région, on a parlé pendant des années de la fusion de la Basse et la Haute-Normandie, nous l'avons fait. Alors que la droite, qui souvent se gargarisait d'en être l'unique promoteur, n'était pas au rendez-vous, encore une fois. Sur les départements, je me souviens de paroles d'un ancien président de la République, devenu aujourd'hui président de l'UMP, nous parlait des conseillers, en l'occurrence, vous le connaissez, qui a été à un moment ou à un autre le promoteur du conseiller départemental. Donc je crois qu'en la matière, des rôles du département et de la région. En la matière, on voit bien que le débat n'est pas nouveau. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que nous avons avancé. C'est que nous avons avancé, à la fois en effet sur la création de métropoles, qui sont aussi une réponse... Au détriment des habitants de la ruralité. C'est faux. Vous êtes dans la métropole de Rouen et vous le savez, avec plus de 45 communes qui sont de moins de 3500 habitants et qui aujourd'hui, grâce à cette métropole, trouvent des réponses justement en termes de services publics. Et je rejoins parfaitement ce que disait à l'instant Céline Brulin. Il y a besoin dans un certain nombre de territoires périurbains notamment, ou même d'espaces ruraux, de services publics. Et notamment dans le domaine des transports, la question de la mobilité est essentielle. Lorsque vous êtes un jeune sur ces territoires et que vous êtes à la recherche d'un emploi, les conditions de transport sont parfois essentielles, même déterminantes pour pouvoir trouver cet emploi. Et à travers des collectivités locales comme une métropole, eh bien, on a des réponses efficaces dans ce domaine. Donc je crois qu'il ne faut pas être dans la caricature, il faut essayer d'être dans la réflexion qui amène, c'est vrai, à ce que notre pays puisse se doter de collectivités où chacune d'entre elles reste à sa place. Et d'ailleurs, le fait d'avoir supprimé la clause de compétence générale, tant pour la région que pour le département, évitera demain les doublons, et c'est un pas essentiel qui n'avait pas été fait jusqu'alors. De la même façon qu'à l'échelle d'une métropole, quand on met en place des schémas de mutualisation des emplois, de faire en sorte en effet, toujours dans un souci de bonne gestion, à ce qu'on puisse éviter les doublons. Là encore, je pense que nous allons dans le bon sens. Si je peux me permettre, je voudrais très rapidement, parce que c'est au tour de M. Bure. Oui. Que me lance Christophe Bouillon. Alors proposons entre ces deux tours de revenir à la gratuité des transports scolaires dans notre département. Je pense que ce serait une mesure... Nous avons fait les transports à 2 €. Je pense que ce serait une mesure de soutien au Je vous donne la parole, M. Bure. J'ai l'impression qu'autour de cette table est en train de s'initier, pourquoi pas, une réunion à gauche. Oui, ils sont en train de négocier. Après tout, avant le deuxième tour, ça serait intéressant. Alors vous nous tenez au courant. Vous soulignez là les convergences qui sont les nôtres. Non, mais les convergences, c'est pas suffisant, M. Bouillon. Est-ce que vous allez signer avant le deuxième tour? Oui, M. Bure. En tout cas, ce ne sont pas des convergences de circonstances comme l'UDI et l'UMP. C'était évidemment une bonne idée. C'est très intéressant de voir M. Bouillon réécrire l'histoire. Parce que quand le PS est arrivé au pouvoir, une des premières choses qui a été faite, c'était en octobre 2012 de mémoire, c'était de supprimer cette idée qui finalement était assez pragmatique, de dire il faut impérativement qu'il y ait un ancrage territorial et que le département puisse, entre guillemets, s'évaporer vers le conseil régional. C'était une très très bonne idée. Vous étiez pour la suppression du département? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Vous savez bien, la loi telle qu'elle avait été l'évaporation, ça veut bien dire la disparition. Enfin, non, mais je parle par rapport aux élus. Dans ce domaine-là, vous n'allez pas donner de leçons, puisque ça fait
presque 3 ans que vous changez d'avis continuellement. En avril 2014, le président de la République nous a expliqué que les départements ne servaient plus à rien, que les départements avaient vécu. Et aujourd'hui, mettez en débat, ce qui est plutôt non. Et aujourd'hui, vous nous dites toutes les vertus évidemment du département. C'est une collectivité importante. Vous vantez toutes les vertus du département, alors qu'en réalité, vous n'avez cessé de brouiller les cartes. Et nous, sur le terrain, on l'a vécu quotidiennement. Sincèrement. On parlait des élus. Ce projet, bon, de toute façon, c'est du passé. Ce projet était limpide, pragmatique, permettait de faire des économies qui allaient dans le bon sens. Et pour vous répondre par rapport aux économies qu'on peut faire dans une gestion, dans une bonne gestion, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va justement augmenter les impôts. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas du tout ce qu'on dit. Ce qu'on dit simplement, c'est que réduire la dette, par exemple, c'est pour retrouver des marges de manœuvre. Voilà ce qu'on veut. Quand c'est supprimer des services publics, supprimer des emplois. Quand on entend Nicolas Sarkozy, c'est très clair. Pour pouvoir investir, on parle des emplois publics. Du département, madame. On parle du département de Seine-Maritime. 1,3 milliard de dettes, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est ce qui bloque aujourd'hui les marges d'investissement de ce département. Millions d'investissements. Une baisse de 40% juste pour terminer, 40% de baisse d'investissement en 5 ans, c'est considérable. Donc après, on peut nous expliquer qu'effectivement, on est proche, sortir des documents de campagne qui sont cosmétiques et simplement de la communication. Je suis désolé, vous ne faites pas le travail de proximité qui est réclamé par les sénateurs. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Mais, Monsieur Bure, une question. Vous êtes pour la suppression des maisons du département, on est d'accord, oui, le département de la Seine-Maritime. Vous êtes favorable à une baisse des dépenses de communication. Mais franchement, par rapport à l'ensemble du budget du département de la Seine-Maritime, c'est pas énorme. Alors, la question, c'est un tweet là, qui a disparu, il va réapparaître, je ne sais pas qui l'a envoyé. La question, c'est de savoir où le Front National pense faire des économies. Je vous pose la même question, je vous la poserai après. Ou est-ce qu'à droite, vous pensez faire des économies pour pouvoir rétablir une situation difficile ? Il y a quelque chose qui s'appelle l'évaluation des politiques publiques et qu'on peut tout à fait mettre en œuvre à l'échelle du département. Évidemment, il faut qu'on soit en responsabilité pour ouvrir le capot et regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qu'on veut, c'est qu'un euro investi soit un euro utile. Si, mais il vote 96% des propositions du PS. Quand on est dans l'opposition, vous savez très bien comment ça se passe. On n'est pas au courant de tous les dossiers. On est même parfois averti avant la presse. Je témoigne, je suis conseiller après la presse. On le vit parfois. Oui. Voilà, c'est une utilité. Mais il vaut mieux parfois être journaliste que élu de la République pour être au courant des dossiers. Donc il faut être en responsabilité. Dans une semaine, les Sénomarins auront le choix de nous donner cette responsabilité. Voilà. Alors Pierre-Xavier, oui c'est ça, Pierre-Xavier demande où le Front National va-t-il faire des économies ? Alors tout d'abord, nous partons d'un constat simple. Les départements sont en surendettement. Dernièrement, François Hollande a fait entrer 1,3 million de contribuables supplémentaires dans le giron de l'impôt. Par ailleurs, les taxes foncières sont extrêmement élevées. On a par exemple des personnes âgées qui sont obligées de vendre leur maison puisqu'elles n'arrivent plus à payer leurs taxes foncières, étant donné que leurs taxes foncières représentent 2 mois de leur petite retraite. Donc nous partons d'un constat simple. Nous ne pourrons pas augmenter les impôts. À partir de ce moment-là, si nous voulons pouvoir favoriser les investissements importants, comme les collèges, tout ce qui est en rapport avec nos personnes âgées, les routes, les services publics dans la ruralité, il va falloir faire des économies. C'est obligatoire. Donc nous pouvons faire des économies, on l'a dit tout à l'heure, sur les maisons du département, qui sont en fait des succursales du Parti socialiste et qui coûtent des millions d'euros. On peut faire aussi baisser les dépenses de fonctionnement pour pouvoir favoriser l'investissement. On peut passer à tout un nombre aussi de subventions abusives. Il faut voir que dans chaque mandat, il y a plusieurs millions d'euros qui partent par exemple au Burkina Faso. Pourquoi ? Alors nous, on n'a rien contre le fait de donner de l'argent au Burkina Faso, mais à titre privé, c'est pas le rôle du département. Le rôle du département, c'est de s'occuper des Eurois ou des Sénomarins selon le département qu'il est. Voilà, et les subventions, M. Gaillard, si je me souviens bien, que j'ai interviewé il n'y a pas tellement longtemps, disent aussi qu'il fallait baisser les subventions aux gens qui sont en situation irrégulière. Alors là, on retrouve la politique nationale du Front National, puisque c'est un de vos chevaux de bataille. Est-ce que vous confirmez que... Il n'y a pas que les subventions. Quand on voit que les départements versent le RSA socle aux personnes en difficulté, il faut se rappeler, par exemple, que dans le RSA socle, on verse 13,2% de RSA à des étrangers non communautaires. Nous pensons qu'il faudrait privilégier les Français qui sont en difficulté et faire des économies sur ces points-là. Je sens que Mme Brulin est en train de bouillir, je me trompe, quand vous entendez ces propos. Vous n'êtes pas d'accord, visiblement. Il n'y a pas qu'elle. Voilà, c'est le visage du Front National. Au moment où les Français de conditions modestes, qui vivent à peu près les mêmes situations, ont besoin de se rassembler, de se faire entendre et de défendre leur territoire, leur vie ensemble, on voit que le Front National
ne cesse de vouloir les diviser. Il fait son lit de la situation que nous vivons aujourd'hui, de la colère des gens, et je dirais presque qu'il veut que cette colère soit plus forte encore pour prospérer encore. Eh bien, je pense que les gens peuvent déjouer ce piège, et on a vu que finalement, c'est à nouveau des économies, et des économies, vraiment rien de neuf sous le soleil par rapport au discours ambiant qu'on entend. Non mais nous, Madame Brulin, nous défendons les Français et les classes moyennes. Et c'est pour cette raison que vos électeurs sur votre canton nous ont placés devant vous, chez vous. Parce que chez les classes moyennes, on est devant vous. Madame Ils savent très bien qui les défend. Madame Morin-Desailly. Pascal Martin, qui était sur votre plateau hier soir, a mené le combat de l'opposition pendant cette dernière décennie en président alternance 76 au département. Il n'a eu de cesse que de dénoncer une gestion pour le moins hasardeuse, en tout cas manquant de rigueur. On lui a donné raison. La Chambre régionale des comptes, quand même, dans un rapport récent, a souligné les difficultés budgétaires du département. Non pas tant les difficultés budgétaires qu'on retrouve dans d'autres départements de France, bien entendu, mais l'absence de rigueur dans un département qui était le plus riche, un des plus riches en 2004, qui est devenu pratiquement le plus endetté, où les charges de fonctionnement sont plus élevées qu'ailleurs. Les compétences du département autour des solidarités que j'évoquais sont les mêmes d'un département à l'autre. Alors, pourquoi notre département accuse-t-il un déficit plus important? Moi, je voudrais revenir sur des choses aussi extrêmement concrètes. La gauche, dans notre région, métropole, département, région Normandie, dispose de tous les leviers avec le gouvernement depuis 3 ans. De quoi, tout de même, améliorer la situation des Sénomarins. On voit qu'il n'en est rien. Ce que vous n'avez pas fait pendant 10 ans. Depuis 10 ans, vous administrez le département de la Seine-Maritime, Monsieur Bouillon. Pendant 10 ans, vous avez été en situation au niveau national avec quel bilan? Les indicateurs dans cette région sont plus négatifs qu'ailleurs. Taux de chômage, départ de nos cadres et de nos jeunes, indicateurs de santé. Donc ça veut dire que les choix politiques ne sont pas les choix qui sont au rendez-vous de ce que peuvent attendre nos concitoyens. Donc il ne s'agit pas, Madame Brulin, d'être dans l'austérité, il s'agit tout simplement d'être dans un budget qui permet justement de recentrer la politique sur les compétences de solidarité et dégager les marges de manœuvre suffisantes pour pouvoir continuer à le faire. Parce que qu'est-ce qui se passe avec, par exemple, ces maisons du département plutôt que de maintenir des services médico-sociaux, 20 auraient été supprimés. Je crois qu'il vaut mieux concentrer ses priorités sur vraiment le social, l'accompagnement social qui correspond aux vraies compétences du département. Alors, est-ce que, M. Bouillon, il n'y a pas aussi un phénomène de crise globale, nationale, qui fait que, comme l'a rappelé Mme Morin-Desailly, effectivement, les départements ont, entre autres, comme responsabilité de s'occuper du social, eh bien, ces dépenses ont considérablement augmenté. Et puis, il y a la baisse des dotations de l'État, il faut bien appeler un chat, qui a mis quand même en difficulté un certain nombre de collectivités territoriales. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu la quadrature du cercle pour le département de la Seine-Maritime en particulier, mais également celui de l'Eure? Moi, j'observe que Catherine Morin-Desailly a une mémoire très sélective. En 2004, c'est vrai que vous l'avez rappelé, il y a eu un transfert de responsabilité, notamment en ce qui concerne le RSA et l'APA, qui n'a pas été compensé et qui a créé une dépense importante à l'échelle du département au regard de la situation que l'on connaît socialement et que vous avez rappelé. Et en même temps, il a fallu, en 2004, s'occuper d'un port en Angleterre, liquider une compagnie aérienne. Finalement, payer la facture laissée par nos prédécesseurs, qui est assez lourde dans des compétences qui n'étaient pas celles du département. Donc quand j'entends la fable qui est de dire que c'était merveilleux avant 2004, je m'aperçois concrètement qu'il y avait quand même dans les placards même beaucoup de dossiers qui avaient été en suspens et qui ont coûté beaucoup d'argent aux contribuables sénomarins. Et dans le même temps, je le dis parce que c'est important, il y a aussi des investissements qui ont été consentis pour les habitants de ce département qui n'ont rien à voir à ce qui se faisait autrefois, et notamment dans le domaine de l'éducation. Et de voir 15 collèges nouveaux, 25 millions chacun, eh bien je dois dire quelque part que c'est une satisfaction à la fois pour le personnel enseignant, mais aussi pour les enfants. Et dans le même temps, parce qu'il faut s'accorder sur les chiffres,
7 maisons du département, ça ne fait pas plusieurs millions d'euros comme c'est indiqué à l'instant. Une maison à Paris, du département à Paris. Il n'y a pas de maison à Paris du département. Il n'y en a pas de maison à Paris du département. Compte tenu de la Simplement, mobilisation, on le voit bien, il y a à travers ces chiffres qui sont farfelus, une volonté de ne pas expliquer, et vous avez posé une question très claire, où sont les économies? On le voit qu'il n'y en a pas, à part l'austérité, parce que c'est ce que porte l'UMP à l'échelle nationale. Monsieur Marteau, qui est un peu en retard de temps, et on va conclure très rapidement. Parce que je ne suis pas trop bavard. Monsieur Goudet, il me semble qu'il faut rappeler quand même que l'État doit de l'argent au département. Et ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on est en débat avec les camarades socialistes. C'est que pour payer le CICE, on a économisé des fonds qui n'ont pas été versés aux collectivités territoriales. Ça, c'est une erreur. Et que des grands groupes de supermarchés reçoivent des chèques du Trésor public pour aller construire des supermarchés au Brésil, ça ne me paraît pas pertinent. Donc les CICE n'étaient pas une bonne idée. Et c'est là où on a un désaccord, puisque après, c'est les collectivités territoriales qui en payent le prix, que ce soit le département ou que ce soit les communes. Et donc, il me semble qu'il y a des choses à orienter, mais j'ai bien entendu que la droite ne propose pas du tout de réorienter ses choix également. C'est que on est dans ce débat sur ce début d'austérité à gauche, nous le contestons, mais on constate que la droite propose encore plus d'austérité. Et on sait que c'est les populations les plus fragiles qui paieront les conséquences de la droite. Je suis travailleur social, j'ai vécu, Nicolas Sarkozy a saccagé le secteur social pendant 10 ans, et on sait que si vous revenez au pouvoir, eh bien, vous continuerez cette politique d'un commun accord entre l'UDI et l'UMP. C'est la fin de cette émission. 20 secondes pour répondre, parce que vous êtes attaqué, mais 20 secondes. Oui, pour répondre simplement, moi je travaille dans une entreprise et François Hollande a saccagé les entreprises et il y a 500 000 chômeurs de plus depuis qu'il est là. Donc, s'il vous plaît, soyez très très modestes sur le bilan. Et je pense que ce qu'on constate là, c'est autour de cette table, c'est que l'alternance la plus crédible, responsable, durable, c'est celle de l'UDI et de l'UMP. Qui vote 96% des délibérations des socialistes. Pour les 6 années à venir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Autant de discussions qui vont bien sûr continuer jusqu'à dimanche, second tour de ces élections départementales. Avec Philippe Goudet et Frédéric Nicolin, on vous donne rendez-vous ce soir pour le journal à 19h pour reparler encore de ce premier tour. Avec plaisir. En attendant, très bel après-midi et à ce soir. Un avocat, un Matula. Pour faire justice, le compte est bon. Un cas pour deux, tout de suite sur France 3. Voilà, alors depuis quelque temps, on éprouve des difficultés dans notre couple. Mais encore? De petites embrouilles. Des petites embrouilles de tous les jours. Les embrouilles de tous les jours? Un vague coup de moins bien. Moins bien? À quel niveau? Sexuellement, vous voulez dire? Et en l'espace de quelques heures... Jaloux, mais je suis pas jaloux du tout. Tout a basculé. Bon, merde!